Laurent est né en 1967, ça c'est très bien. Pourquoi tu dis l'âge à chaque fois, parce qu'on est jeune, quand on sera vraiment croulant. Regarde-le à 80 piges là, Frédéric. Là. Et donc BTS commercial en poche, là tu vas créer une première boîte déjà dans les briquets publicitaires. Donc tu as toujours ressenti la veine d'être un entrepreneur ? Oui, c'est vrai. Cette boîte s'appelle Publitel parce qu'elle existe toujours. Mais bon, c'est une longue histoire. Mais c'est vrai que j'ai démarré à 20 ans, pendant que j'étais encore étudiant en BTS, en vendant des briquets publicitaires et très vite textiles publicitaires, sérigraphie, etc. Après, tu as grandi. Alors, donc, tu as créé le groupe actuel, donc Top Tex en 94. Et aujourd'hui, donc, on a largement dépassé les 200 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le volume d'affaires généré. Oui, 2022, on en discutait à table, ça a été notre meilleure année et on est à 285 millions. 285 millions. Alors, les métiers, parce que tu as plein de métiers, de produits et de marques, Laurent. Oui, alors notre métier, il n'est jamais très facile à expliquer parce que c'est du B2B. C'est, pour ceux qui ont des entreprises, c'est le textile que peut-être vous commandez pour votre personnel, le t-shirt brodé ou sérigraphié, le polo, la casquette, le sweatshirt. Voilà, c'est ça notre métier, sauf qu'on ne vend pas directement aux entreprises, on vend à des sérigraphes, des brodeurs, des agences de pub, des sociétés spécialisées dans le vêtement de travail, qui vous vendent les produits, qui déterminent avec vous ce que vous voulez, quel marquage. Une fois qu'ils vous l'ont vendu, ils achètent chez nous. Nous, on stocke des millions de pièces qui sont vierges. On les livre aux sérigraphes, par exemple, qui les marquent et qui vous les livrent ensuite. Voilà. Et aujourd'hui, donc, tu es franco-français ou tu exportes, tu es également européen? Tu es allé où? On est dans toute l'Europe, on est leader européen. Et avec un stock à Toulouse qui fait plus de 30 000 m², un stock en Belgique qui fait 10 000 m², des filiales en Italie, Portugal et Espagne. Et dans les autres pays d'Europe, on a des distributeurs de nos marques. Et tout le sourcing, c'est que du chinois, je suppose, non? De moins en moins de Chinois. Ah. Bon. De plus en plus de Bangladesh, qui est un pays dont forcément vous entendez dire qu'il y a des enfants, mais tout ça, c'est pas vrai. Ça a peut-être été à une époque, mais moi, je ne l'ai pas connu. On a un bureau de 25 personnes au Bangladesh qui est dans les usines en permanence. Des usines qui sont sensibilisées au bien-être des salariés de plus en plus et surtout qui deviennent vertes, ce qui pour le Bangladesh est exceptionnel parce qu'ils ont tendance à beaucoup polluer. C'est un pays qui est en train d'exploser sur le plan du textile, mais on produit aussi au Portugal, en Turquie, en France, pour ceux qui veulent du t-shirt français, une usine à côté de Toulouse, à Castres, et Pakistan et Chine. Et aujourd'hui, donc, combien de collaborateurs au total? 450. 450, et ils sont tous en France? Tu as la majorité franco-française? Oui, il y en a environ 300 en France. 300 en France. Le capital de l'entreprise, on a vu que chez Biocide, ça avait bougé. Est-ce que toi, tu es un bon dictateur avec 99,9%? Ou alors tu as ouvert le capital à des gens gentils qui s'appellent des fonds? J'ai ouvert le capital à des gens gentils qui s'appellent mes filles, mon frère et ma sœur, ma plus jeune fille qui est ici. Ton Canel, voilà. J'ai fait le pacte du Treil et j'ai commencé à transmettre, mais sinon c'est 100% familial. Donc l'idée, c'est de transmettre vraiment. Oui, mais ils n'en veulent pas trop, je crois. Mais bon, on verra. Alors, tu as aussi beaucoup de marques au sein du groupe. Quel est l'intérêt d'avoir des marques alors que tu travailles en marque blanche toi-même? Oui, c'est vrai, c'est une très bonne question, Alain. Oui, j'ai rêvé pendant très longtemps. Là, parce que quand même, la marque, ça reste fort. On a quand même besoin de repères, même vous, chef d'entreprise, de savoir que quand même, la marque Cariban, qui est notre marque la plus forte, c'est quand même un repère de qualité. Mais c'est vrai que de plus en plus, on enlève même l'étiquette dans le col parce que les gens veulent personnaliser au nom de leur entreprise. Et aussi, un nouveau marché qui s'est développé, c'est les marques propres, c'est-à-dire des jeunes, beaucoup de jeunes à travers le digital, qui créent leur propre marque, qu'ils vendent sur le digital, et pour ça, il faut leur livrer des produits complètement vierges. Alors, comme tu sais, au sein du club, on a plus de 1100 PME, ETI, on est très fort PME, ETI, il y en a beaucoup ici présents en dirigeant. Toi, tu diriges une ETI. Qu'est-ce qui manque à nos PME françaises pour les aider à devenir ETI, à toi de devenir un grand groupe? Est-ce que le travailler entre Français, s'entraider, ça fonctionne bien un peu à l'image de ce que font les Allemands ou les Anglo-Saxons? Ouais, je sais pas s'il y a une recette type. La seule chose, moi, qui m'avait un peu surprise quand j'ai commencé à m'exporter et à bouger dans les pays pour faire produire, c'est que je voyais que toutes les machines-outils, elles venaient d'Allemagne, elles venaient d'Italie, et je me disais, tiens, c'est dommage, j'avais le sentiment à ce moment-là, mais c'est plus d'une vingtaine d'années, que les entreprises françaises ne sortaient pas assez de leurs frontières. On avait tendance à être un peu franco-français, mais je crois que ça a beaucoup bougé. Alors maintenant, on parle de relocalisation, beaucoup. Oui. Je crois, Alain, qu'il n'y a pas de recette miracle, ça dépend de la sensibilité du chef d'entreprise. La retraite, 64, 65, 66, 67, comme les Allemands? Je peux te faire un aveu, j'ai pas trop suivi. Voilà. Oh non, mais là, t'es couille molle. Alors, non, mais j'ai pas trop suivi. La seule chose que j'entends,
c'est que bon, l'économie n'est pas énorme par rapport au déficit de la France, ok. Mais je comprends aussi qu'on vit de plus en plus vieux, donc je comprends qu'on travaille un petit peu plus. Un peu plus, quoi. Alors, le rugby. Donc là, c'est dans la génétique parce que le papa, déjà, était du côté de Bergerac. Oui, nous sommes originaires de Bergerac et mon père avait été président de l'US Bergerac. Et j'étais footeux à la base, j'adorais le football. J'ai Tu jouais quel poste? Avant-centre. Avant-centre. Et le patron de Proman, il jouait quel poste? Quel poste? Avant-centre, lui. Ailier droit. Ils étaient très complémentaires. Moi, j'étais libéraux, donc vous ne seriez pas passés tous les deux. Alors, le foot au départ. Et alors, comment t'as bercé? Parce que tu as aussi joué à Toulouse au rugby en junior. Oui, mon père m'a fait déconnaître le rugby. J'ai commencé à jouer en rugby à 16 ans, cadet deuxième année. Ça a bien marché tout de suite. Je suis parti au Stade Toulousain une année, puis je suis revenu à Bergerac parce qu'on montait une belle équipe à Bergerac, où à l'époque c'était des premières divisions à 32 clubs. Donc on est monté en première division avec Bergerac. J'ai fait 2 années de groupe A, donc on était contents, on était entre copains, on jouait contre les stars. Puis après, il y a eu quelques problèmes de genoux et je me suis occupé de l'entreprise. Alors, Bordeaux, donc d'abord la genèse de l'UBB. C'est un club qui est somme toute assez récent et une fusion en 2006, Laurent. Oui, tout à fait. C'est un copain, moi, qui était de Bordeaux et qui me disait, à l'époque, j'avais déménagé à Toulouse, d'où je développais mes affaires, et qui m'avait dit, Laurent, à Bordeaux, personne veut prendre le club, pourquoi pas un mec comme toi? J'ai dit, mais bon, tu sais, quand tu es de Bergerac, tu vis à Toulouse et qu'on te dit, il faudrait reprendre le club de rugby de Bordeaux, même si c'est pas loin, tu t'y crois pas trop. Bon, finalement, je m'y suis lancé. Comme je dis toujours, au bout de 3 mois, j'avais compris pourquoi personne ne se lançait là-bas, mais c'était trop tard. Hein, j'avais déjà un peu mis de mon énergie et de mon argent. Et puis finalement, on a mis 4 ans pour monter en top 14. Et puis depuis, c'est quand même une superbe aventure. Alors le stade, parce que tu as eu de la chance, hein, les Girondins vont ailleurs et pof, tu récupères un stade mythique. J'ai tout fait pour que le Matmut se construise et que les Girondins y aillent. Ouais. Je leur disais que je trouvais que c'est une super idée. Non, ça a été un coup de bol extraordinaire parce qu'en effet, les Girondins voulaient quitter Chaban. Il y avait ce projet de grand stade à Bordeaux. Et nous, on a récupéré le stade Chaban-Delmas, qui est un vieux stade, mais chargé d'histoire, qui est en centre-ville. On peut y rentrer 32 000 personnes. Donc ça nous a amené à être le premier public au monde. Parce que c'est pas, on dit Europe, mais c'est au monde. Depuis 8 ans maintenant. Combien en moyenne de personnes? Eh bien, écoute, on a eu des années à 25 000 spectateurs, 23 000 spectateurs en moyenne. C'est colossal. Hein. Mais cette année, après le match contre La Rochelle qui a lieu samedi au Matmut, on va délocaliser un match au stade de foot. D'accord. Où on a vendu les 42 000 places. On est guichet fermé depuis 9 jours. Ça veut dire que je pense qu'on aurait dépassé les 50 000. Et après ça, on sera à 28 000 de moyenne sur cette saison. Ouais, sur une terre qui était au départ plutôt de foot que de rugby. Quoi. Aujourd'hui, donc, il y a eu pas mal de managers qui se sont succédés. Ibanez, combien de temps il est resté chez toi? Et puis, Raph, il est resté 5 ans. Ça a été le premier job qu'il a eu dans le rugby. Hein. C'est à une époque où nous, on était montés en top 14. On n'avait pas trop d'exposition médiatique et je trouvais que Raph était un garçon intelligent, intéressant, grand joueur de rugby et je trouvais intéressant de lui donner sa chance à Bordeaux. Il manquait un peu d'expérience, il a appris chez nous et en même temps il nous a amené toute son exposition. Même si la fin était plus compliquée, Christophe Furios? Ouais, Christophe Furios, je suis allé chercher à un moment donné où je trouvais que Bordeaux manquait un peu de férocité, de combat, de rigueur. On avait eu dans notre croissance une période un peu difficile. Il a beaucoup amené la première année, il a amené la deuxième année et puis la troisième année. Au moment où nous avions décidé de signer la prolongation, tout s'est compliqué à vitesse grand V contre toute attente. Bon, ben voilà, donc les résultats n'étaient plus là, donc j'ai dû prendre des décisions. Alors aujourd'hui, là, tu es 5e. Tu as un match super important à plus que guichet fermé. Mais on a l'impression que l'UBB, je suis désolé Laurent, vous êtes toujours 5e. L'idée, c'est quand même de passer 4, 3, 2, 1, partez, oui. Non? Non, mais c'est vrai qu'on traîne un truc, si tu veux, c'est que on a mis du temps à se qualifier dans le top 6. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'on est un club neuf qui a à peine 15 ans, qu'on a toujours fait avec un peu moins de budget, beaucoup avec notre formation, et que les autres travaillent aussi pendant ce temps-là, puis avaient pris de l'avance. Donc on a rattrapé tout ça, on s'est qualifié, on a quand même joué des demi-finales de top 14 depuis 3 ans. L'année 19-20, l'année du Covid, et ça me fait pas plaisir de le dire, mais on est premier largement, à 7 journées de la fin du championnat. Absolument, ouais. On a une équipe comme ça, et je sens que ça va être la bonne année. Bon, le Covid arrive, nous arrête le championnat, mais il y a eu plus grave. Et depuis, on a joué des demi-finales chaque année. Mais tu sais, Alain, ça aussi, ça me fait la peine de le dire, mais je suis conscient et j'intègre le fait que
Peut-être que l'UBB sera champion dans 2 ans, mais peut-être qu'elle sera championne dans 10 ans, peut-être qu'elle sera pas jamais championne. Clermont, par exemple, ils peuvent remercier Voilà. Perpignan. Hein, Non, parce que le top 14, et notamment grâce au salary cap que j'ai défendu, c'est un top 14 où l'année prochaine, tu as 12 clubs qui peuvent être champions de France. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire que tu milites également, tu as milité au sein de la Ligue. Hein. Quand tu vois tout ce qui se passe, alors côté foot avec le Gret là, qui s'accroche jusqu'au bout, ou côté la Porte pour tant de choses, ça te perturbe un peu de voir des fédérations qui sont pas forcément très saines ou très réactives ou très agiles? Concernant la fédération de football, je n'en parlerai pas parce que je ne connais pas, c'est pas mon milieu. Concernant la fédération française de rugby, quand Bernard Laporte a été élu président de la République... Alors, non, il n'a été élu que dictateur. Non, c'est... Non, tu sais quoi, on va la refaire celle-là. Quand il a été élu Laporte... président de la Fédération française de rugby, on s'est affronté tout de suite parce que le premier truc qu'ils ont essayé de faire avec Serge Simon, c'est de décagner la Ligue pour récupérer l'argent du rugby professionnel. Donc je les ai affrontés durement, ouvertement, frontalement. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, tu vois, parce que ce type-là, il a fait des erreurs, il a été peut-être poussé à l'erreur, mais il a fait quand même aussi du bon boulot à la fédération, notamment pour l'équipe de France de rugby. Voilà. Donc, j'ai fait partie de ceux qui l'ont affronté directement, frontalement. Aujourd'hui, j'ai pas envie de me mettre derrière ceux qui n'allaient pas en face de lui à l'époque et qui lui tirent dessus. Il y a eu des erreurs, il les a payées. Bon, voilà. Viril, mais correct. Alors, pour terminer, donc, avant les questions, bien sûr, l'UBB cette année, l'ambition, c'est quoi? Bon, les 6, tu y seras. Non, on ne sait pas encore. Non, on ne le sait pas encore. Bon, c'est très serré. Que les 6? Non, l'ambition, c'est d'aller le plus loin possible parce que malgré le licenciement d'Urios en novembre, on était d'accord avec les joueurs, avec les cadres. C'est pas question que ce soit une année de transition. Donc, on va faire en sorte. C'est pas l'année où on est le plus costaud par rapport aux 3 dernières années qu'on vient de passer, où on aurait pu gagner le titre. Mais je me dis justement que peut-être... Peut-être que c'est... Alors là, tu discutes devant des dirigeants d'entreprise. Est-ce que tu as encore besoin de sponsors ou tu as trop de pognon? Non, le sport professionnel en général a toujours besoin de sponsors. Ça, Et donc, rarement des bénéfices. Tu accueilles, le club de partenaires est dynamique. Allez, fais ta pub là. Ils sont, non, on est gentils avec eux, tout ça. À l'UBB, le réseau à Bordeaux, le réseau le plus fort, c'est l'UBB. Voilà. 2000 partenaires avec l'appui d'UBB Grand Cru. Absolument. Oui. Voilà, puisque le monde du vin est venu à notre aide aussi. Donc ça veut dire que là, l'idée, c'est encore de la place pour des sponsors, dans une logique, des petits sponsors, des moyens, des grands. Aujourd'hui, Alain, très objectivement, une entreprise s'installe à Bordeaux, elle a tout intérêt à prendre un sponsoring à l'UBB, elle est sûre d'être bien vue, bien intégrée et de rencontrer tous les gens qu'il faudra. Et alors, à ton avis, cette Coupe du Monde, là, on reçoit Jacques Rivoire la semaine prochaine, donc le président de la Coupe du Monde de rugby, qui est un garçon formidable, qui est dans nos amis depuis très très longtemps, parce qu'il était patron de Volkswagen à l'époque, il était membre du club. On va la gagner ou pas? Parce que là, Fred, il a dit oui, mais bon, moi c'est oui. L'histoire, si elle est bien faite, et elle est souvent bien faite quand même, doit nous permettre de gagner ce titre. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a jamais gagné. On aurait pu le gagner en 95 en Afrique du Sud, parce qu'on a une génération exceptionnelle, parce qu'on a le meilleur joueur du monde qui est Antoine Dupont, et les meilleurs joueurs du monde, ils gagnent toujours un titre. Donc je me dis que ça peut être dès maintenant. Alors on l'applaudit Laurent, félicitations, Merci. bravo et vive l'UBB.